va essayer d'être concis, ce qui est loin d'être une de mes compétences. C'est dans ce qu'on parle beaucoup, surtout quand on a fait l'apéro. Donc au niveau de la cadence, la première chose, est-ce que cette notion-là elle est comprise? Est-ce que vous avez bien compris les enjeux et le caractère un petit peu indicateur, critère qu'elle peut avoir du point de vue de la maîtrise technique de l'action? Ouais, c'est bon. Au niveau de la détermination, vous avez vu, c'est relativement simple avec les élèves, les organismes, les structures. Et après, ça va permettre de mettre en place le contrat entre le temps de travail, le temps disponible et l'organisation collective du groupe. Donc du coup, à partir d'une contrainte motrice, on arrive à aller titiller un petit peu les organisations sociales et méthodologiques. Cette cadence, est-ce que vous avez constaté effectivement qu'elle se stabilisait d'une série à l'autre ou est-ce que vous êtes tout de suite confronté à beaucoup de variabilité de cette cadence? Sur quel exercice? Oh, c'est énorme. Ah ouais, mais là, tu as changé complètement. Voilà. Oui, non. Là, je repose la question. Pour des gens qui ont essayé à un moment donné, tu veux dire en série 3, quand tu as augmenté ta charge? Ah oui, alors par contre, très bien, non. Moi, je vous parlais, et j'étais sur S1, S2, autant pour moi. S1, S2, quand vous ne changez a priori rien ou pas grand-chose de la série, est-ce que vous constatez qu'effectivement, vous arrivez à stabiliser la cadence? Voilà. Donc, stabiliser une cadence de travail, c'est à un moment donné un indicateur extérieur, un indicateur quantitatif qui va permettre de renseigner si l'élève, globalement, a à stabiliser son amplitude, à stabiliser son rythme. C'est ça qui est intéressant derrière. On retrouve ça, d'accord, mais en termes de chiffres, cette fois-ci, de valeur temporelle. Effectivement, après, tu as chargé de combien sur ton développé couché? Oui, c'est 20 kilos, c'est énorme, sur le développé couché. Donc ça aussi, vous allez construire de par vos interventions et votre pratique, vous allez vous rendre compte que sur les ateliers où il y a des barres courtes, les petits haltères qui sollicitent plutôt des petits groupes musculaires comme les épaules, en général chez des lycéens en plus qui sont bâtis comme un moineau, comme aurait dit Renaud, vous allez avoir avec à raison d'un kilo de chaque côté, donc 2 kilos d'incrémentation de charge à chaque fois, vous avez une échelle d'augmentation qui est largement suffisante pour quand 2-3 essais débordent, ça touche. A fortiori, bon là vous voyez 15 secondes pour 20 kg, ouais, c'est un indicateur qui est assez fin, assez discriminant pour vous dire hop, c'est bon, hop, zone rouge. Voilà, donc vous avez une ou deux variations de charge possibles là-dessus. Qui d'autre a constaté effectivement que lorsqu'en troisième série, il allait chercher son RM20, il y avait la cadence augmentait depuis le temps que prévu. Est-ce que vous l'avez vécu ça? La demoiselle? Tu l'as eu? Oui, sur le premier exercice. On change la charge ou sans changer la charge? Et tu avais changé la charge? J'avais réduit la charge. Réduit la charge, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un peu plus terrain, c'est bien. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un indicateur qui est intéressant parce que je vous rappelle l'intérêt qu'il a pour moi. Il permet, en tant qu'enseignant, de poser le cadre du contrat didactique. Vous avez le droit de changer la charge. Mais dans la règle du jeu, la règle que tu ne dois pas franchir, c'est que tu changes la charge, mais tu fais 20 répétitions, tu fais 3 séries, et en termes de temps, tu n'exploses pas de plus de 3 ou 4 secondes. Et là, j'ai un cadre voilà, qui est sécuritaire. Le minot, s'il fait autre chose qui se blesse, est-ce que l'élève a fait ce qui était demandé par l'enseignant? Voilà. Il faut le temps de régler. Mais bon, le cadre est cool. Corrige tout de suite si il n'est pas dans. Ah, c'est oui, ouais. Quand la sécurité est en jeu, ah non. Quand tu. Il arrête et il recommence à 20. Il recommence à 20. Quand à un moment donné il y a un problème sécuritaire ou quoi que ce soit, j'interviens, là il n'y a pas photo, quoi. Je ne le laisse pas, c'est accidentel quand il se blesse, ça doit rester accidentel quand il se blesse. D'accord? C'est pas comme une erreur bénigne qu'on laisse perdurer pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas dans la bonne voie. Voilà, on le stoppe de suite. D'accord? Voilà. Au niveau fonctionnement de la séquence, là vous avez eu grosso modo une demi-heure. Combien de séquences vous avez réussi à construire et à vivre? Une. Voilà, une. En une demi-heure, c'est pas mal. Pensez que vous êtes des profs, que vous êtes relativement déjà alerte par rapport à ça. Et c'est quand je vous dis que ce plan de séance demande 2 à 3 leçons avec des élèves pour être construit. C'est normal, quoi. C'est même un bon rythme, 2-3 leçons. Ça permet aussi de préciser les choses, de réexpliquer le cadre de fonctionnement, de renseigner sur le remplissage de la fiche. Voilà, d'accord? Donc n'oubliez pas que dans ces informations demandées, on a sauté une étape, celle où on était centré uniquement sur la perception facile, supportable, difficile, éprouvant en fonction du moment où je ressentais quelque chose, que ça ils l'ont déjà vécu avant qu'on en arrive là. Là c'est juste une mise à plat de ce qu'ils ont fait. D'accord?
Au niveau du temps de travail des exercices, vous avez vu, on retrouve un temps de travail relativement court, qui fait qu'effectivement, on peut penser que ouais, ce produit-là, il peut être mis en œuvre avec beaucoup de classes. Et puis si jamais vous trouvez que le format de travail est trop volumineux pour les élèves, ben, c'est pas un problème, on en restructure un sous forme de trois exercices, des séquences qui sont de 3 exercices au lieu de 4, et vous avez un autre schéma de travail qui est en place. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette phase-là, cet outil? À la prochaine séance. Globalement, ouais, les élèves ils vont être sur une séance ou une séquence Non, mais elle nous file au départ. son email. Et par contre, qu'est-ce qu'on fait une fois que les élèves ont bâti ce plan-là? Ils l'ont bâti d'une séance à l'autre, d'accord? Il va falloir qu'ils le vivent. Parce que parfois, ils vont se rendre compte qu'en enchaînant les exercices dans l'ordre qu'ils ont prévu, etc., ben, parfois ça coince, ça fatigue, donc il faut réguler, il faut les amener à prendre conscience qu'il y a des gros groupes musculaires, des petits groupes musculaires, qu'il faut arriver. Donc du coup, après, on peut indexer. Dans la séance, on peut mettre des numéros sur les exercices. C'est pas parce qu'à un moment donné, je vous les ai figés en mettant les 2 gris ici et les 2 blancs à côté, que forcément l'ordre d'exécution des exercices, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, voilà encore un paramètre de ma séance. Je fais ma séance le 27 septembre, je fais ma séance, je démarre, elle était établie de la semaine d'avant, donc du 20 septembre. Et que j'arrive au 6e exercice, là, au 7e, pof, j'explose. Ah, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, des gros groupes musculaires. Bon, ben comment je peux faire pour commencer à un petit peu à agencer ça? Un gros groupe, un petit groupe, un gros groupe. Donc je mets des numéros. Et là, vous avez à nouveau un paramètre d'entraînement très simple à manipuler. C'est dans quel ordre je fais mes exercices dans une séquence pour ne pas me cramer, ceux qui vivent tous au départ, en une demi-heure, 3 quarts d'heure. Vos élèves, quand ils sont bien impliqués dans l'activité, souvent les premières séances, en une demi-heure, ils sont sur le dos. Parce qu'effectivement, ils sont rentrés trop fort, trop vite et ils n'ont pas intégré ces connaissances-là. C'est à vous de les apporter. Pour le même groupe musculaire. Au total, il y aura 6 exercices pour les 2 zones, on va dire les 2 zones corporelles prioritaires. D'accord? Alors, ce travail-là, vous pouvez y apporter des variables, c'est-à-dire si vous voulez qu'à un moment donné, vous avez un espace mixte comme on a là, une salle de muscu, du petit matériel, vous pouvez demander à ce qu'à un moment donné, d'une séquence à l'autre, ce qui change, c'est le matériel support à la sollicitation du groupe musculaire qui doit changer. Je fais une fois la première séquence, je la fais sur machine ou avec halter. La deuxième séquence, je la fais avec élastique ou avec Swiss Ball si ça s'y prête. Si vous avez d'autres matériels, vous utilisez d'autres matériels, des kettlers, des trucs comme ça. Voilà, des cloches là, kettlebell. D'accord. Voilà, de façon à ce que là, ce soit la variété des dispositifs qui apporte à l'élève une connaissance et une culture de l'activité de musculation, pour pas qu'il soit enfermé dans l'idée de dire qu'il faut impérativement aller dans une salle pour qu'il soit fait. D'accord? Oui. Est-ce que tu as une hiérarchisation S'il vous plaît. de la difficulté des mouvements Tu peux me le redire, s'il te plaît? Ouais. Il y a une hiérarchisation des mouvements en musculation en termes de difficulté de réalisation, etc. Ou est-ce que chaque mouvement, entre guillemets, vaut la même chose? Il y a des élèves qui vont travailler en poids libre sur des mouvements plus complexes à réaliser, d'autres qui vont être en machine guidée. Alors, machine guidée, c'est pas un choix qu'on a fait dans nos formes de pratique au départ. Vous le reverrez dans l'article qu'on avait signé avec Aurélien Klapka. Notre option est de dire on préfère du matériel libre, charge libre, petit matériel et charge libre, plutôt que des machines guidées, parce qu'on pense que la machine guidée, elle étouffe une partie de ce que l'élève a à construire, et qu'elle risque de l'amener trop rapidement à des charges lourdes, alors que peut-être il n'a pas construit les mécanismes de placement et de sécurité derrière. Donc voilà, pour répondre à ça. Ensuite, effectivement, dans les ateliers à charge libre, tu prends des ateliers qui de fait sont pluriarticulaires, sont plus complexes à contrôler. Un demi-squat est plus complexe à contrôler qu'un curl biceps, d'accord? Et qui en lui-même est déjà plus complexe à contrôler que simplement un crunch. D'accord? Donc oui, à partir du moment où tu as des grands segments, on peut penser que l'idée c'est quoi? C'est le nombre d'articulations, la longueur des segments à mobiliser et la zone de localisation de la charge sont des facteurs qui interviennent dans la difficulté globalement dans la hiérarchisation technique des exercices. Notamment sur les demi-squats, c'est pas parce qu'on parle de demi-squat qu'il faut tout de suite imaginer que la barre elle est sur l'épaule des minots. D'accord? Parce que ça peut être simplement, et c'est préférable que ce soit au départ, des haltères que vous teniez dans les mains, ou des kettlebells que vous avez dans les mains, et avec lesquels vous descendiez, pour régler les problèmes, de stabilisation de la barre sur les épaules,
ça on n'en a pas assez parlé, on va en toucher 2 mots là. La barre sous les épaules, c'est quelque chose de dangereux parce qu'elle augmente l'inertie des mouvements. Un élève qui a la barre sur les épaules, c'est un élève qui à un moment donné doit être placé, il doit faire son exercice, il ne doit pas sortir de son axe de travail. Et quand il a fini, soit il a un repose-barre, soit il a des partenaires qui récupèrent et qui descendent de placer. Donc là, à nouveau, ça c'est des apprentissages qui doivent surtout pas être négligés et être répétés au départ avec des charges légères. On n'envoie pas les millions sur des ateliers charges sur les épaules, surtout chez adolescents, quand ils ne sont pas au banné au niveau du dos, quand ils ne sont pas solides, quand ils ne sont pas formés techniquement. D'accord? Donc ça j'insiste là-dessus, c'est vraiment très important. Et puis si par malheur il y a ça, vous imaginez le poids, la barre, ce que prennent les articulations, donc ça va passer 10 fois, mais la fois où ça passe pas, elle passe pas. Le minot il l'a pris une fois, ça peut passer, il a morflé de suite. C'est pas grave, mais voilà, on n'est pas là pour ça non plus, donc ça il faut l'éviter. Être conscient que c'est... Comment? On n'a pas de salle pareil, on n'a pas de salle équipée. On n'a pas de salle équipée. Non, mais dans ce cas-là, non, mais plutôt que d'envisager, quand vous équipez en matériel de musculation, si vous lancez l'activité, il faut un minima du petit matériel, des Swiss balls, des lestes, des élastiques, avec ça vous pouvez déjà tourner. Le cran au-dessus, c'est on ajoute des charges libres, légères, des haltères plutôt à charge réglable plutôt que des haltères fixes parce que c'est vite limité. Haltères à charge réglable, des barres, d'accord, mais dans ce cas-là, on fait une formation à comment on prend en possession la barre, comment on l'amène, et ça c'est le rôle des pareurs ou du matériel. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir des petites cages, ce qu'on appelle des cages à squat, dans lesquelles vous pouvez avoir, poser la barre, prendre la barre, elle est en place, on la prend, on la pose, ou alors on établit, je prends la barre, je la mets sur les épaules, mais ça vient que pour des élèves qui ont déjà un certain niveau préféré, le travail avec des poids qui sont tenus dans les mains. Ça suffit largement pour saturer les capacités de travail au niveau des jambes. D'accord? Voilà, et surtout, on prend la charge, on fait son travail, on pose, on ne discute pas, on ne tourne pas, on ne se promène pas avec la charge. Au niveau donc des mobiles, comment on fait évoluer ça pour aller vers les mobiles? Je vous ferai un tableau synthétique. Mais globalement, au niveau, on a vu qu'on avait comme paramètre pour aller sur les mobiles, on avait la RM, d'accord? Donc la charge, le nombre de répétitions maximales qu'on choisit. 20, on va être sur de la tonification. Pour aller sur le volume, on va sur plutôt 10 répétitions. Pourquoi? Parce que les conditions de développement du volume nécessitent une tension musculaire plus importante. C'est plutôt pour des terminales que pour des élèves de seconde. C'est un peu tôt de chercher du volume chez des élèves de seconde. Il y a autre chose à faire. D'accord? Donc plutôt RM10 pour du volume. Si tant est que vous ayez une SP dans l'établissement, une section sportive ou un truc comme ça, que vous alliez sur du mobile sportif, on va aller chercher peut-être, on ira chercher plutôt dans le secteur de l'explosivité et du geste spécifique, du statodynamique pour se rapprocher d'une musculation sportive visant le développement de l'explosivité. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt et prématuré avec des lycéens d'aller chercher du RM6, c'est-à-dire du travail de puissance, qui les amène à mobiliser une charge qu'ils ne peuvent mobiliser que 6 fois avant de percevoir les signes de fatigue, alors qu'on sait très bien qu'en musculation, travailler sur 6 répétitions avec une charge, donc une RM6, permet d'améliorer grandement la puissance musculaire. D'accord? Donc ça, je vous engage à être très prudent là-dessus, à réserver éventuellement qu'à des niveaux 5, des élèves qui sont très engagés dans l'activité sportive depuis longtemps, qui ont déjà un tonus solide. D'accord? Privilégier l'entrée dans le mobile sportif par des exercices de pliométrie proches du geste de compétition, recherchant la qualité de compétition. On a vu ce matin les collègues illustrer en natation avec les élastiques. D'accord? Utiliser des exercices statodynamiques, placement, contraction, explosivité derrière. D'accord? Voilà, du concentrique volontaire. Je m'assois sur le ballon, je m'arrête, je relâche et bam, je fais que pousser pour supprimer la phase excentrique, genre de musculation qu'on utilise à l'approche des compétitions. Mais voilà, donc ça demande de rentrer dans une logique par rapport à des échéances compétitives. Mais déjà, ça vous permet d'habiller un peu plus ce schéma commun qu'ils ont là, de dire, ben voilà, moi, en m'orientant vers un but sportif, voilà quels exercices je prends et pourquoi. Donc vous commencez à voir naître d'autres formes de travail. Ça, c'est pour l'orientation, on va dire, sportive. Si on va maintenant sur l'orientation volume, on va avoir plusieurs exercices pour le même groupe musculaire, de façon à fatiguer et épuiser le groupe musculaire. On peut voir une légère réduction du nombre de RM, RM12, RM10. On va donc avoir la complémentarité va amener le fait de ressolliciter le même groupe musculaire. Donc on va avoir par exemple pec, abdos, écarté, donc développé couché, abdos,
et par exemple écarté couché dans la même séquence, que justement que de manière rapprochée on aille solliciter et puiser le même groupe musculaire. On va avoir peut-être moins d'exercices dans la séance parce qu'on va augmenter le nombre de séries sur un même groupe musculaire. On ne va pas être sur 3 pour le développé couché, mais on va être peut-être sur 5 ou 6 séries pour le même groupe musculaire, puis après on revient sur un schéma classique, 3 séries pour un exercice complémentaire et 3 séries pour un autre. D'accord? Donc du coup, moins d'exercices mais plus de séries. Du coup, un même exercice peut revenir 2 fois, c'est pas gênant. Développé couché, vous pouvez l'aborder avec développé couché, avec des pompes, il peut venir 2 fois, ça fait au total 6 séries pour lui, c'est bon. Remplit le contrat du volume. D'accord? L'affinement silhouette, on a dit, il faut partir sur plutôt des circuits training dans lesquels on va chercher du rythme. Ce rythme, on va l'obtenir par un enchaînement des exercices les uns par rapport aux autres sans temps de pause. Ça sous-entend que derrière, on est bien calibré la difficulté, la pénibilité des exercices, c'est-à-dire les exercices sollicitant des grosses masses musculaires sont éprouvants. Si on veut un circuit un peu dur, on va faire en sorte d'enchaîner des exercices éprouvants les uns après les autres. Si on veut un circuit plutôt léger pour une remise en forme au départ, on va faire en sorte d'alterner des gros groupes musculaires, des petits groupes musculaires. Donc ça veut dire que vous, en termes d'outils prof, on a vu tout ce qu'il y avait à construire. Caractériser les muscles par rapport à leur taille, leur volume, 3 niveaux de muscles. Un élève qui va vous faire qui fait un circuit training en faisant les biceps, comme j'ai vu, les triceps, les mollets et un crunch, il y a peu de chances qu'il arrive à avoir un impact cardio à la sortie de son circuit training. Par contre, celui qui va vous faire ça, qui va vous faire le dos, qui va faire des pompes, qui va faire des fentes, qui va faire des jumps, qui va faire des trucs comme ça, là, lui, c'est clair que l'impact, il va être dedans. D'accord? Donc, il faut les aider aussi à identifier quels sont les exercices qui vont être probants par rapport à les faire rechercher. Donc ça, c'est un petit travail de préparation en amont à faire pour vous construire des outils profs et arriver et faciliter un petit peu le repérage pour les élèves. D'accord? Voilà en gros pour les mobiles. Hein. Donc on a vu les RM, les modalités de réalisation, bloc ou circuit training. On a vu l'ordre des exercices, c'est important, la nature des contractions musculaires dominantes, les formes de travail demandées. Voilà, vous avez pas mal de pistes, je crois, pour aller plus loin, dépasser ça. Après, au niveau de la notation, l'organisation, rapidement sur la notation, nous on a retrouvé du confort cette année en alignant les évaluations bac sur une matinée. Donc, je parle principalement pour les élèves de bac, hein, le reste on va dire c'est pas que c'est secondaire, mais je veux dire on trouve toujours les solutions d'évaluer, on peut évaluer en cours de séquence, on peut valider des éléments de la compétence avant la fin du cycle, on n'est pas obligé de voir tout le monde la dernière séance. Mais sur le bac, on a aligné les évaluations sur des matinées. Donc on a réussi à avoir des matinées banalisées, comme d'autres disciplines ou les DSI, on a des matinées banalisées pour les évaluations bac, ce qui fait qu'on convoque tous les terminales qui sont alignés là-dessus. Tous les collègues de l'équipe sont convoqués le jour de l'évaluation. Donc on est 8 profs dans l'équipe, on est présent pour 8. Et au maximum, on a 4 classes. On est donc 2 profs par classe. Ce qui fait qu'on a une classe 3 heures et non pas 2 heures pour l'évaluation, ce qui est un confort monumental quand vu les effectifs de classe qu'on connaît. Maintenant, plus de 35, la barre des 35 est allègrement franchie. On a beaucoup de groupes de terminale à plus de 35. L'organisation, on les fait démarrer en décalé un petit peu. Et à chaque fois, donc, les élèves ont ce plan de séance, ils bossent dessus. Ça nous permet d'intervenir, de questionner, de voir ce qu'ils font, comment ils se positionnent, quels sont leurs choix, de voir un peu s'ils sont capables de donner des arguments. Après, la construction de la note, c'est l'échelle commune à construire, on en a parlé hier. À partir de quoi on valide, à partir de quoi on considère que c'est 10, que c'est plus. Voilà. Construisez-vous simplement des seuils significatifs de réussite. Le 10, le 13, le 16, ça me parle moi. C'est vraiment des seuils. Essayons de partager dans l'équipe, où vous déjà essayez de clarifier par rapport à votre vécu, votre expérience, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez voir pour valider là ou pour valider là. Et pouvoir dire à l'élève, si tu es validé là parce que, ou tu n'y es pas parce que. Voilà. Commencez très modestement pour avoir un truc qui vous clair, puis au fur et à mesure où vous avancerez dans l'enseignement de chaque activité, vous affinerez un peu plus vos critères, vous les différencierez peut-être un peu, voilà, en sachant que à l'impossible, nul n'est tenu, 36 élèves, 2 heures, des projets individualisés, ça reste quelque chose de costaud l'évaluation. Mais au moins ayons déjà du point de vue, la notation n'en parlons pas, mais du point de vue de la démarche, essayons d'être structurés. Et il n'y a rien qui s'est construit en un jour. Voilà, moi j'ai commencé l'enseignement des ASDEP comme ça a été possible officiellement dans les établissements scolaires, c'est-à-dire texte lycée de Bible. Ça fait donc 19 ans.
Je pense que je travaille régulièrement dessus, beaucoup sur la course au départ, un peu sur le step que j'ai lâché après, et beaucoup plus sur la muscu ces derniers temps. Mais chaque année, voilà, on échange avec les collègues, et surtout le pic, on avance pas trop mal là-dessus, mais ça se construit dans le temps. Il n'y a rien de parfait, il y a plein d'outils encore à construire, vous l'avez souligné, mais voilà, c'est plein de petites étapes à franchir. Voilà, ça se construit dans le temps, et le tout c'est d'avancer, de savoir comment on avance. Et pas de lancer tout d'un coup en décision des élèves, alors que nous-mêmes on est parfois un peu à masquer. Et vous avez vu, mieux vaut petit et bien fait que quelque chose d'ambitieux qui soit pas maîtrisé ni par vous ni par les élèves et au bout du compte où ce soit la pagaille pas d'entre nous. N'hésitez pas à être simple, à cibler et il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Voilà. Pour une fois, j'arrive sereinement à la conclusion. En tout cas, je vous remercie.